En attendant que les autres arrivent, on va démarrer ça. Voilà. Alors, bienvenue à l'IRCM. Donc, en premier lieu, l'IRCM, donc l'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Simplement pour mettre en contexte, c'est une organisation qui essaie je dirais, de faire en sorte que les acteurs qui gravitent autour des jeunes, dans l'écosystème des jeunes, bonjour Catherine, travaillent ensemble. En fait, on essaie de favoriser la concertation, on essaie d'être... Oh, bonjour, il y a beaucoup de monde. Catherine, Catherine, pouvez-vous me dire qui est On ce... est Qui tous sont, ensemble, Chantal. c'est qui sont ces belles Désolée. personnes-là? Donc, Chantal, je suis avec nos deux directeurs adjoints, notre Oui, François oui, Castillo, qui est directeur adjoint à la vie étudiante, parfait. Mario Ledoux, qui est directeur adjoint au programme, mais aussi responsable de la réussite. Donc, Oui, François et Mario travaillent ensemble sur la mise en œuvre de notre plan de réussite. Donc, je trouvais ça excellent. pertinent qu'ils puissent être présents. Donc, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Donc, je commençais à peine, je me présentais. Donc, je suis à l'IRCM, donc Chantal Pelletier, depuis 1 an. Et dans cette année-là, je dirais que j'ai appris à bien comprendre les indicateurs qui permettent d'expliquer un peu ce qui se passe dans l'écosystème autour de nos jeunes. Puis, je peux même vous avouer que depuis 1 an, j'ai non seulement appris, mais il y a des choses qui vont être modifiées dans le portrait que je vous présente aujourd'hui. Donc, à moyen terme, on va ajuster ce portrait-là pour qu'il reflète encore mieux tous ces facteurs qui sont socio-démographiques, des facteurs qui sont territoriaux et qui peuvent affecter, je dirais, la persévérance scolaire et réussite éducative. Je vous présente le portrait de Pierre de Sorel, pardon. Euh, Comme vous le savez peut-être, il y a un grand portrait de la Montérégie qui a aussi été concocté dans la dernière année. Et c'est à partir de ce grand portrait de la Montérégie qu'on a décidé d'aller plus profondément dans les MRC pour mieux comprendre le détail des défis auxquels les MRC font face. Le portrait de la Montérégie, j'aurais dû l'ouvrir avant, mais je vais vous le montrer très rapidement. Attendez que... Ah voilà, portrait de la Montérégie. Donc, dans le portrait de la Montérégie, ce qu'on avait fait au départ, c'était vraiment d'identifier, pardon, 15 grands indicateurs. Et ces indicateurs-là, ce ne sont pas seulement des indicateurs scolaires. En fait, il y a peu d'indicateurs scolaires parce qu'à l'IRCM, on n'a pas accès aux bases de données, disons, des centres de services scolaires et des centres et des commissions scolaires. Donc, on s'est basé sur des données qui étaient en lien avec le territoire sur lequel les jeunes habitent, en lien aussi avec leurs caractéristiques sociodémographiques et celles de leurs parents, beaucoup. Et il y a énormément de défis qui sont liés à ces facteurs territoriaux et sociodémographiques-là, et c'est de ça dont on veut vous parler. Les facteurs scolaires, quand on parle des centres de services scolaires, vous les connaissez, vous les avez, vous le savez comment sont vos jeunes, vous avez beaucoup de données sur vos jeunes. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'expliquer un peu ce qui se passe autour d'eux. On a décidé de ces indicateurs-là, comme je vous disais, il y a 1 an. Donc, moi, il y a 1 an, je me suis penchée avec un chercheur du groupe ECOB à Jonquière, donc au centre de recherche ECOB. Je me suis penchée sur une liste et j'en ai choisi 15 avec lui. Avec ce chercheur-là. Et comme je vous disais, donc dans la prochaine année, il y a certains de ces indicateurs-là qui vont être soit retirés parce que je les trouve un peu redondants et je vais en ajouter quelques-uns, notamment en ce qui a trait à la santé mentale parce qu'il y a peu d'indicateurs liés à la santé dans ma liste. En fait, il n'y en a pas. Et je veux ajouter des facteurs liés à la santé mentale dans cette liste-là et d'autres éléments un peu plus précis aussi sur la conciliation études-travail qui devient un enjeu important dans la vie de nos jeunes de plus en plus, je dirais, là, surtout avec la pandémie puis la grève des enseignants qui a fait en sorte que les jeunes sont allés travailler puis qu'on a de la difficulté à les ramener sur les bancs d'école. Donc ça, il y a des éléments que je veux mettre en valeur avec des indicateurs qui parlent de ça. Donc, ça va bouger un peu, mais le portrait est quand même très révélateur.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé nos 15 MRC sur ces indicateurs-là. Et je vous amène à la toute fin du portrait de la Montérégie. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de mettre en forme visuellement les MRC dans lesquels il y a peut-être un peu plus de risques. Et ce sont des risques liés, comme je vous dis, aux facteurs territoriaux et sociodémographiques. Ce n'est pas un bulletin. Hein, ce n'est pas le fait qu'une MRC soit meilleure ou moins bonne qu'une autre, c'est vraiment quels sont les risques associés au simple fait d'habiter dans Pierre de Sorel, OK, ou dans tout autre MRC. Alors, comme vous le voyez ici, Pierre de Sorel, sur l'ensemble des MRC, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous êtes 8e sur les 13, donc en termes de facteurs de risque, ce qui vous place à peu près au centre là, des MRC. Alors, je vais passer directement au portrait de la Pierre de Sorel, mais juste avant, je vous amène sur le site web de l'IRCM pour vous montrer à quel endroit, donc je m'en viens ici, à quel endroit les portraits vont être déposés, de même que les enregistrements vidéo. Alors, lorsque vous êtes sur le site de IRC Montérégie, ne cherchez pas IRCM parce que vous allez tomber sur l'Institut de radiologie de Montréal. En tout cas, bref, cherchez IRC Montérégie et vous allez sous campagne. C'est le premier élément ici, mercredi statistique. Et dans les mercredis statistiques, on en a déjà 3 qui ont été faits dans les 3 dernières semaines. Vous pouvez voir les 3 en reprise, de même que télécharger le portrait. Et celui qu'on est en train de faire aujourd'hui va être disponible d'ici vendredi. Ça va tout être en place. Habituellement, mon collègue aux communications, Waïd, fait ça avant la fin de la journée du jeudi. Donc, ça va être très rapide. Oh oui, puis je veux juste vous préciser aussi que pour recevoir toutes les nouvelles de l'IRCM, et si vous n'êtes pas abonné à l'infolettre, n'hésitez pas à le faire. Elle est là pour ça et vous allez avoir toute cette information-là. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va. Je veux vous inviter à poser des questions si vous en avez. Donc, vous pouvez lever la main virtuelle parce que je n'ai pas toujours le regard sur vous. Hein? Donc, levez votre main virtuelle à tout moment. Je m'arrêterai après avoir terminé ce que je suis en train de dire et je vais répondre à vos questions avec grand plaisir. On commence? Parfait. Je retourne ici. Alors, pour la belle MRC Pierre de Sorel, je vais vous confier quelque chose dont j'ai appris l'orthographe au fil de cette année parce qu'au début, je ne l'écrivais pas comme ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne orthographe. Donc, Pierre, trait d'union de espace Sorel. Les 15 indicateurs, je vous les ai présentés tout à l'heure. On va parler de densité de population. Je ne vous les nomme pas tous parce qu'on va passer au travers jusqu'au taux de connaissance du français en passant par l'indice IMSE. Donc, ça, vous le connaissez bien. Les élèves HDA. Donc, on va voir un paquet de caractéristiques et on va essayer de comprendre pourquoi ces caractéristiques-là ont une influence dans votre MRC. Vous êtes donc cette belle petite MRC complètement dans le nord de notre Montérégie, si on imagine que le nord est un peu comme fossé. Bonjour aux personnes qui se joignent à nous. Donc, la MRC Pierre de Sorel, entre le 2016 et 2020, entre les deux recensements, vous avez eu une hausse de population de 1,6 %. Les facteurs une hausse de population, évidemment, ça peut occasionner une réorganisation dans les services. Je pense que je ne vous l'apprends pas. Dans votre cas, c'est assez stable. Donc, ça ici, ça ne devrait pas être un enjeu majeur, à moins qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de jeunes là, dans vos écoles. Je commence donc avec cette densité de population. La densité de population a une réelle importance sur la persévérance scolaire et réussite éducative dans la mesure où plus la densité est grande, plus l'accès aux services est facilité. L'accès aux services, l'accès aux écoles, tout ça, c'est facilité. Avec une densité de 87 habitants par kilomètre carré, la MRC de Pierre de Sorel est vraiment centrale, je dirais, en Montérégie. Je vais vous expliquer ce petit graphique-là ici. Il y a 2 façons. J'ai décidé vraiment de quantifier, entre guillemets, je dirais, le facteur de risque en deux
deux façons de faire. J'ai donc séparé les 13 MRC en rangs centiles. En fait, dans chacun de ces rangs-là, il y a 20 des MRC qui sont présentes. Alors, on voit ici que dans votre densité de population, vous vous situez dans le quintile central. Donc, vous êtes pas mal dans la moyenne des ours de la MRC. Et j'ai quand même donné le rang absolu parmi les 13 MRC pour voir exactement où vous vous situez parmi les 13. Donc ici, bon là, je ne les compterai pas, là, mais vous êtes un petit peu plus décentré là, par rapport au reste des MRC. Donc, c'est comme ça ici qu'on a quantifié tout ça. Et on a évalué, nous, que le facteur de risque était important lorsqu'une MRC se situe dans le rouge. Et on a aussi évalué que la situation était plus favorable pour une MRC qui se situe dans le vert. Et quand je parle de risque ou favorable, évidemment, c'est par rapport aux autres MRC de la Montérégie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que si une MRC est dans le vert, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque. Ça veut dire que par rapport aux autres MRC, cette MRC-là, elle est un peu plus favorisée. Mais des risques, il y en a toujours, peu importe où on se situe. Il faut quand même prendre les indicateurs au sérieux. Bon, j'arrête là pour la densité. Ce qui est très intéressant ici, c'est le taux de mobilité de la population. Le taux de mobilité, ça, c'est le nombre de personnes qui ont emménagé dans votre MRC entre deux recensements. Donc, les personnes qui ont répondu au recensement en 2021, on leur a demandé, avez-vous déménagé dans les 5 dernières années? Les personnes qui ont répondu oui, ça veut dire qu'elles ont emménagé sur votre territoire. Il y a 34,5 donc près le tiers des personnes dans Pierre-de-Sorel entre 2016 et 2021 qui sont arrivées dans Pierre-de-Sorel. Il y a une grande préoccupation pour les personnes issues de l'immigration et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des défis liés à ça. Mais il ne faut pas oublier les migrants qui proviennent aussi du Québec ou du Canada et qui n'étaient pas dans votre région avant, ceux qu'on appelle les migrants internes. OK? Donc, les migrants internes. Je vous explique. À Pierre-de-Sorel, donc, 34,5 des gens sont arrivés dans votre MRC. De ces 34,5 %-là, il y en a 13,3 qui habitaient déjà dans Pierre-de-Sorel avant. Donc, ces gens-là connaissent les services. Bon, on peut présumer, hein, on ne le sait pas, mais on peut présumer que les gens connaissent un peu plus les services, le transport, les écoles, etc. Donc, la façon de faire Pierre-de-Sorel. On en a 20,6 % qui arrivaient du reste du Québec ou du Canada. Je peux vous dire que c'est à peu près dans une proportion de 98 % du reste du Québec puis 2 % du reste du Canada. Là. Je dis ça, c'est très, très peu qui arrivaient du reste du Canada. Là. La plupart arrivaient du reste du Québec, donc ne connaissent pas nécessairement vos services, les organismes communautaires, les écoles, le système Pierre-de-Sorel. Et 0,6 % arrivaient de l'extérieur du Canada, parmi ces personnes-là. Donc, ce que je veux simplement vous faire réaliser, c'est qu'il ne faut pas oublier cette couche de population-là ici, qui a des défis d'adaptation, dont les jeunes ont quand même des défis d'adaptation. Ils changent d'école. C'est déstabilisant selon le niveau aussi auquel ils sont arrivés. Donc, ne pas oublier, c'est quand même 1/5 de la population qui arrivait du reste du Québec. Des questions là-dessus? D'accord, je continue. En termes de famille, le Pierre-de-Sorel présente un taux de 45,6 % de familles avec un ou des enfants. C'est vraiment un des taux. En fait, je pense que c'est le taux le plus faible en Montérégie de familles avec enfants. Et parmi ces 45 %-là, il y en a 33,6 %. Donc, le tiers des familles avec enfants sont des familles monoparentales, ce qui est vraiment presque, je dirais, le taux le plus élevé de la Montérégie. La monoparentalité est un facteur de risque. La littérature le démontre. Les élèves issus de familles monoparentales sont plus à risque de ne pas diplômer, donc sont plus à risque de décrochage que les autres élèves.
Donc, il faut vraiment considérer cet aspect-là lorsque on regarde nos élèves, lorsqu'on regarde nos cohortes ou les personnes qu'on dessert, pas nécessairement des élèves, hein, parce qu'il y a sûrement des organismes communautaires parmi nous, donc, ou la santé. Donc, le tiers des élèves sont issus de familles monoparentales. C'est un facteur important, donc, à ne pas négliger. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais vous dire, mais on dirait que mon idée s'est perdue à travers tout ça. En fait, j'y reviendrai si jamais j'y repense. Des questions par rapport à la monoparentalité? OK. Je précisais aussi que je n'ai pas fait la distinction entre les familles monoparentales père ou mère dans mon document parce que, ça n'a pas, entre guillemets, d'importance sur l'impact que ça peut avoir sur la persévérance scolaire, réussite éducative. Je vais dire PSRE, OK, à partir de maintenant, là, pour raccourcir, là, parce que persévérance scolaire, réussite éducative, ça commence à être long. Donc, il n'y a pas d'impact différent, que ce soit le père ou la mère qui soit monoparental, je dirais, là, sur cet aspect-là. Le quatrième de nos indicateurs, c'était le revenu et l'emploi. Évidemment qu'il y a des enfants dont les parents ont un revenu ou un emploi peu stable. Donc, en fait, s'il n'y a pas d'emploi du tout, c'est aussi un facteur déterminant, OK, dans la réussite scolaire, le fait de ne pas avoir d'emploi et aussi le fait que les deux parents n'aient pas d'emploi. Qu'un parent n'en ait pas, c'est une chose, mais si les deux parents n'en ont pas, là, ça devient quelque chose d'extrêmement déterminant pour le jeune. Et c'est ce que je voulais dire à la diapo précédente, c'est lorsque ces facteurs-là s'accumulent, qu'on voit en fait, lorsque ces facteurs-là s'accumulent, le taux d'échec, entre guillemets, ou de non-persévérance, c'est exponentiel. OK? Ce n'est pas vraiment proportionnel, c'est vraiment exponentiel. Donc, s'il y a un des indicateurs, par exemple, l'enfant vient d'une famille monoparentale, c'est une chose. Mais si à ça s'ajoute que ses deux parents n'ont pas d'emploi, faible revenu et les autres indicateurs que je vais vous montrer, eh bien, plus il y a de ces caractéristiques-là autour du jeune, plus le jeune est à risque. Donc, c'est vraiment important de cibler ces jeunes qui présentent de nombreuses caractéristiques en lien, des caractéristiques territoriales ou sociodémographiques. Donc, ici, dans Pierre de Sorel, les revenus sont malheureusement beaucoup plus bas que dans le reste du Québec et de la Montérégie. Le taux d'emploi, on a ici des revenus disponibles par habitant de 32 000 plutôt que 35 000, mais en fait, c'est surtout le taux de faible revenu des familles de 7,5 qui est quand même mieux que celui du Québec de 7,7. Le faible revenu des familles, c'est calculé par région, hein? Le faible revenu de la MRC Pierre de Sorel ne sera pas le même que le faible revenu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est basé sur les revenus de la population dans laquelle la personne habite. C'est basé sur le nombre d'enfants que cette personne-là aussi a ou que cette famille-là comporte. Donc, le taux de faible revenu des familles, 7,5 dans Pierre de Sorel. On a deux caractéristiques très intéressantes ici qui sont le taux d'emploi des 25-64 et des 15-24. Pour les 25-64, c'est un taux qui est, comme je vous disais, le plus bas en Montérégie. Donc, c'est vraiment beaucoup plus bas. Et pour ce qui est des 15-24, en fait, c'est plus haut que dans le reste de Montérégie. Puis quand je vous parlais de conciliation études-travail, c'est un peu ça que je veux dire, c'est que c'est très important qu'on commence à s'attarder de plus en plus à ces caractéristiques-là. Ici, dans le 15-24 qu'on a ici, ce ne sont pas tous des gens qui sont aux études. D'après les vérifications que j'ai faites sommaires, je n'ai pas les taux par MRC, mais de façon un peu plus globale, c'est 40 qui sont aux études, puis 60 qui seraient complètement sur le marché du travail par rapport à ce 62 %-là ici. Mais ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi. Et je vais revenir sur cet aspect-là dans un prochain webinaire que je vais faire en 2025 parce qu'on est en train de faire un portrait de la Montérégie sous l'angle de la conciliation études, travail, vie personnelle.
des choses extrêmement intéressantes qui ressortent de tout ça. Donc, je vais vous inviter à venir en 2025 ou à consulter la liste qui n'est pas encore disponible des futurs webinaires. Ça va être très intéressant. Puis je peux déjà vous dire que les jeunes de la formation professionnelle sont particulièrement touchés par les problématiques liées à la CET, notamment les filles qui ont des enfants. Donc, c'est extrêmement préoccupant pour ces filles-là, la persévérance scolaire. Bon, le taux de faible revenu des familles, j'en ai parlé. Je vais donc continuer. Des questions avant que je continue? Ça va bien? En termes de niveau de scolarité, Pierre de Sorel donc, présente un taux de 17,1 de personnes, donc dans la population des 25-64 ans, de personnes sans aucun certificat, diplôme ou grade. Les 25-64 ans, c'est les parents, puis dans certains cas, les grands-parents de nos jeunes. Et pourquoi c'est important, cette statistique-là? C'est que, puis ça aussi, c'est noté dans la littérature sur la PSRE. Si les parents ont un niveau de scolarité plus bas, ça a un lien direct avec la PSRE, puisqu'ils ne sont pas un modèle d'abord pour leur enfant là, en termes de persévérance scolaire. Ils n'ont pas non plus un discours qui favorise la PSRE, donc eux-mêmes n'encouragent pas nécessairement, je ne veux pas que ce soit 100% des gens, n'encouragent pas nécessairement leurs jeunes à persévérer. Dans le cas de Pierre de Sorel, c'est vraiment une statistique assez élevée, je dirais, mais vous êtes central. En Montérégie, il y a des MRC qui ont des grosses problématiques là, de sans diplôme ou aucun certificat. Vous êtes parmi, je dirais, la moyenne, entre guillemets, là, en Montérégie, mais c'est vraiment une statistique très importante. À ne pas négliger. Et je ne sais pas si vous savez, c'est pas quelque chose nécessairement qui est dans le dossier des élèves, mais sachez que près d'un élève sur 5 provient d'une famille dont les parents ou grands-parents n'ont aucun certificat, diplôme ou grade. En ce qui concerne les diplômes d'études secondaires ou de formation professionnelle, vous êtes une championne en Montérégie du diplôme de niveau secondaire, je dirais, avec 45,9 %. Vous êtes parmi les taux les plus élevés. Et parmi ces taux-là, voyez-vous la distinction entre le DES et le DEP. Donc, on est à 19,27, plus forte proportion d'études professionnelles. Maintenant, c'est de se demander, est-ce que ces formations-là, j'imagine que c'est des questions que vous vous posez, là, répondent bien aux besoins de la région? Est-ce qu'elles sont ciblées pour les employeurs de la région, etc.? Donc, ça ici, ça peut devenir très intéressant pour faire des liens, je dirais, avec les entrepreneurs. On voit que je dirais que c'est une tendance forte dans votre MRC. C'est beaucoup plus fort que dans le reste du Québec et de la Montérégie. Et le cégep aussi. Vous êtes parmi les MRC qui sont au-dessus de la moyenne du Québec, un petit peu, mais quand même. Vous êtes un peu plus élevé que la plupart des MRC là, en termes de diplôme d'études collégiales. Donc ça, ici, on parle du niveau de scolarité le plus élevé. Donc, OK? Et peu de diplômes universitaires, donc vraiment la moitié moins que la Montérégie et le Québec. Donc, on est à 16 %. Au fil des ans, moi, je vais faire ce portrait-là au fil des ans. On va voir comment ça évolue. Parce que 25-64, c'est large hein, comme population. Puis la population vieillissante va sortir du 64. Et là, le 25-64 va rajeunir, je dirais, là, avec nos jeunes qui ont diplômé. Donc, ça va être intéressant de suivre cette évolution-là au fil des années pour voir si, par exemple, l'universitaire monte et si aucun certificat descend. Est-ce que des questions là-dessus? C'est bon? OK. D'autres personnes issues de l'immigration. OK, je vous explique un peu. Au départ, au départ, cet indicateur. Oh, je m'excuse. Oui, Christiane. Oui, je m'excuse. Je devais prendre un peu de temps pour réfléchir là, aux statistiques qui ont été projetées. Si je comprends bien l'interprétation du tableau, au final, c'est la distribution, la répartition des diplômes qui ont été émis dans la région, puis en termes de proportion et non pas en termes de... Parce que dans le fond, c'est en termes de proportion la distribution. Donc,
au final, on a moins de personnes qui sont qualifiées et certifiées parce que c'est 17,1 %. Mais étant donné la distribution des diplômes alloués, parmi ceux qui le sont, il y en a davantage en DES, moins au niveau des DEP, formation adulte, et moins au niveau universitaire. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a plus de gens diplômés. La réponse, c'est qu'il y a moins je de vais gens reprendre diplômés la qu'ailleurs. première. Ouais. Christian, je vais juste reprendre la première phrase. Ce ne sont pas les diplômes que vous avez émis. Ce sont les diplômes que les personnes qui habitent votre population et qui ont entre 25 et 64 ans ont obtenus. Super, S'ils l'ont excellent, merci obtenu beaucoup. en Afrique, en Algérie ou au Québec, ils l'ont obtenu, donc ça fait partie de leur diplôme. Est-ce que c'est plus clair? Oui, je vous remercie beaucoup. Je voulais juste m'assurer que je saisissais bien la nuance. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Fabienne? Oui, merci, mais ça recense, moi j'avais l'impression que ça recensait le diplôme le plus élevé obtenu, c'est-à-dire que si la C'est personne ça. a un diplôme de cégep, elle n'est pas comptabilisée pour son diplôme d'études secondaires. Là. Exactement, exactement. OK. Donc, c'est le plus haut diplôme. Donc, le parent ou le grand-parent, il est allé à l'école jusqu'à ce qu'il obtienne ceci. OK? Donc, après, il a arrêté. C'est plus clair? Super. Merci de demander des précisions. J'aime ça. Je m'en viens sur l'immigration. L'immigration, lorsque j'ai joint les rangs de l'IRCM, Fabienne, c'est une vieille main, ça, hein? Sûrement, OK. Lorsque j'ai joint les rangs de l'IRCM, l'immigration, lorsqu'on regardait les taux de diplomation, on voyait que les personnes issues de l'immigration, peu importe de quelle génération, ces personnes, première, deuxième ou troisième génération, là, j'y reviendrai, diplômaient plus que le reste des autres personnes non issues de l'immigration. Mais ça a changé. OK? Dans les dernières années, les choses ont changé. Puis dans les taux de diplomation, maintenant, on perçoit que les étudiants qui sont de deuxième génération d'immigration, donc c'est-à-dire ils sont nés au Québec de parents qui ont immigré, donc ils sont nés au Québec et de troisième génération et plus, donc, mais ceux de deuxième génération ont un taux de diplomation beaucoup plus haut que celui des non-immigrants. Mais pas ceux-là de première génération, ça a changé. Donc, les immigrants de première génération, maintenant, sont quasi égal ou parfois un petit peu plus bas que les étudiants non immigrants. Ce qui fait que je me suis attardée, plutôt que de prendre l'immigration dans son ensemble, je me suis attardée à faire la différence entre les générations qu'il y a sur votre territoire parce que la première génération, donc ceux qui sont arrivés au Québec, qui ne sont pas nés ici, donc les élèves dans les écoles qui arrivent doivent vraiment être pris très tôt, donc dès le primaire et être accompagné, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. C'est déjà ce qui se passe, mais c'est encore plus préoccupant maintenant. Il y a de plus en plus de populations immigrantes, de réfugiés, ce qui n'était pas aussi important dans les années précédentes. Et ces personnes-là arrivent avec un bagage, je dirais, un bagage scolaire moins important que ce qu'il y a eu auparavant, sont moins scolarisés que les jeunes qui arrivaient auparavant. Donc, c'est un gros impact et on le voit sur la diplomation des premières générations. Dans Pierre de Sorel, ce n'est pas une grosse préoccupation pour vous, contrairement, par exemple, à l'agglomération de Longueuil, où on a 23 % des élèves qui sont des personnes qui sont de première génération. Dans votre cas, c'est 3,1 % de votre population qui est issue de la première génération. Donc, on peut penser que les élèves dans vos écoles, c'est un taux qui est à peu près similaire. Donc, c'est pas critique dans votre cas, même que vous êtes parmi celles pour qui c'est le moins critique, là, je dirais, en Montérégie. Mais il faut quand même se préoccuper beaucoup de ces jeunes-là. L'immigration tout court, c'est pas quelque chose qui est très gros dans votre MRC, mais sachez que c'est ce 3,1-là, puis ce 3,2-là de deuxième génération qui vont devenir la troisième génération, ils vont diplômer plus eux autres là, dans les prochaines années. Là. Donc, leurs enfants, etc. C'est un apport fort. L'immigration, c'est un fort moteur vers le haut
pour la motivation scolaire, la persévérance scolaire, etc. Donc, il faut miser sur ces élèves-là. Donc, voilà, 3,1 %. Ah, et ce qui est intéressant, c'est que entre 2016 et 2021, les principaux lieux de naissance des personnes qui sont arrivées chez vous, c'était la France, donc à 21 %, et la Côte d'Ivoire, donc à 17,2 %. Il n'y a pas d'autres données parce que c'est trop petit, puis si on donne d'autres données, on va quasiment nommer des gens. Mais à ce moment-ci, c'est quand même France et Côte d'Ivoire. Donc, des pays Côte d'Ivoire, c'est francophone aussi. Donc, en termes de langue, ce n'est pas des problématiques importantes pour l'immigration. Question là-dessus? Je continue. Connaissance du français. Vous êtes vraiment la championne du français en Montérégie. Donc, 99,6 % de votre population qui parle soit le français seulement ou le français et l'anglais. Donc, on a additionné les deux. C'est la plus forte proportion en Montérégie et c'est plus fort que la moyenne, que la proportion québécoise et montérégienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a seulement 0,1 % de votre population qui ne parle ni français ni anglais. C'est très bas. C'est le plus bas si je ne m'abuse. Et seulement 0,2 % qui parlent seulement l'anglais. Donc, bravo. Là-dessus, ce n'est pas un enjeu majeur pour Pierre de Sorel. La littératie, par contre. Donc, les personnes parlent français. Mais elles ont des petits problèmes en ce qui a trait à la lecture des documents. Et ça, c'est super important pour les écoles. Donc, le taux de littératie, ce qu'on appelle l'analphabétisme, l'alphabet fonctionnel, donc c'est le terme qu'on utilise beaucoup au Québec, c'est les personnes qui ont un taux de littératie sous le niveau 3. Okay? Donc, le niveau 3, c'est d'être capable de lire des textes denses ou longs, ou qui nécessitent d'interpréter, de donner un sens aux informations. Donc, le niveau 3, c'est souvent les courriels que je reçois de l'école pour m'expliquer ce qui va se passer dans les prochaines avec ma fille, etc. Donc, moi, j'ai une fille de 11 ans. Puis pour moi, ce que je reçois souvent de l'école, c'est du niveau 3. Et on sait que, je vous le montre ici, en Pierre de Sorel, 57,6 % des gens ne sont pas capables de comprendre le niveau 3. Sont au niveau 0, 1 ou 2. 2 étant faire le lien entre le texte et l'information dans un texte avec 2 informations ou plus. C'est très important ce que je vous dis là, puis c'est vraiment important que ça soit communiqué aux enseignants, que ça soit communiqué aux personnes qui, même le milieu de la santé, qui communiquent avec les parents. C'est un nombre, c'est une proportion qui est très, très élevée. Donc, évidemment que nos jeunes vont vieillir, nos jeunes qui sont à l'école en ce moment vont vieillir puis vont venir faire descendre, on l'espère, cette proportion-là. Mais ce sont les parents et les grands-parents de vos jeunes. Et ils ne sont pas en mesure d'accompagner non plus les enfants dans les travaux scolaires. Donc, les organismes communautaires ici qui rentrent en jeu pour l'aide, le tutorat, etc., qui sont extérieurs à l'école, qui ne peuvent pas toujours tout fournir ce soutien-là. Dans Pierre de Sorel, le tutorat en français, c'est je dirais là, c'est vraiment important et une priorité parce que les jeunes sont moins accompagnés. Ceci dit, il y en a que c'est encore moins. Il y a encore moins de gens. Donc, c'est une tendance à la baisse et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Des questions là-dessus? Je vais aller un petit peu plus vite ici parce que le temps file. Le taux d'enfants de 0,5 ans en situation de faible revenu, c'est un des indicateurs que je vais faire partir, soit lui ou soit celui des familles avec le faible revenu, parce que je les trouve redondants. Mais en fait, il y a 11 % des enfants de Pierre de Sorel qui sont dans une situation de faible revenu. Donc, c'est beaucoup. C'est plus que la moyenne. C'est un facteur à considérer lorsque vous considérez vos jeunes. Donc, de savoir qu'ils sont moins affecte la préparation à l'école, la motivation pour l'apprentissage, la santé mentale, physique, l'accès à des opportunités éducatives et culturelles, tout ce qui influence finalement positivement la persévérance scolaire et la réussite éducative.
Puis, avec tout ça, on a les places en service de garde. Puis ça, c'est vraiment prouvé que l'enfant qui a accès à un service de garde avant d'entrer à l'école va avoir un facteur de vulnérabilité beaucoup moins grand quand il va arriver à la maternelle. Je vais vous montrer tantôt les résultats de l'ECDEM. Là, j'ai vraiment une diapo sur la petite enfance, la maternelle à 5 ans. Donc, dans Pierre de Sorel, on a une belle majorité de centres de la petite enfance. C'est des places de qualité, normalement. Même les dernières études que j'ai vues le démontrent que les services, les CPE, offrent des services de meilleure qualité pour nos enfants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y en a beaucoup. Ici, vous avez beaucoup de milieux familiaux. Beaucoup, beaucoup. C'est un des plus gros taux en Montérégie. Puis ceux-là, on ne peut pas vraiment les évaluer. Il n'y a pas rien qui évalue les milieux familiaux. Donc, on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans ces milieux-là. Et vous avez des garderies non subventionnées. Il n'y a aucune garderie privée subventionnée sur le territoire. Vous avez 55 % des enfants de Pierre de Sorel qui ont accès à une place en service de garde, contre 67 % dans le reste de la Montérégie. Sachant ça, sachant le besoin en accompagnement pour la littératie, pour l'école, etc., c'est vraiment important de considérer que les élèves en bas âge n'ont pas nécessairement l'accompagnement qu'ils devraient avoir avant de rentrer à l'école. OK? Fait que c'est super important d'en tenir compte. Il faut qu'il y ait cet accompagnement-là dès la petite enfance. Ça a un impact sur tout le reste par la suite, notamment même la consommation d'alcool, de drogue, la violence, la santé mentale, la dépression, l'anxiété, l'angoisse, etc. Tout ça, ça arrive avant. Fait qu'il ne faut pas attendre qu'il soit rendu au secondaire pour commencer à s'en inquiéter. Alors, je vous montre ici les résultats des domaines de vulnérabilité. Donc, vous vous situez dans une position un petit peu décentrée là, vers le bas ici. La vulnérabilité d'enfants de maternelle 5 ans, c'est une enquête qui est distribuée aux 5 ans. Donc, la dernière a eu lieu en 2022. Ce n'est pas une enquête, en fait, c'est plus un recensement, je dirais, parce que tous les enseignants de maternelle reçoivent un questionnaire. Ce questionnaire-là, il est normé, donc il est pareil partout. Et chaque enseignant va remplir ce questionnaire-là, il va répondre à ce questionnaire-là selon les enfants qu'il a dans sa classe. Donc, chaque enfant est évalué et tout est compilé pour en faire un gros document où on a les domaines de vulnérabilité, santé physique, bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier, habilité de communication et connaissances générales. Donc, ce sont les 5 facteurs qui sont, à laquelle ce sondage-là s'intéresse, ce recensement-là s'intéresse, pour finalement arriver avec un indicateur vraiment qui est le plus utilisé, qui est la vulnérabilité dans au moins un de ces domaines-là de développement. Pour Pierre de Sorel, il y a des choses qui vont bien. Et vous êtes parmi les seuls de la Montérégie pour lesquels il y a des choses qui vont bien. Ça ne va pas bien dans le niveau pour nos petits là, en bas de 5 ans. En 2012, vous aviez un santé physique bien-être de 14,7 % de vos enfants et c'est descendu à 10,2 %. Donc, les enfants vont mieux en termes de santé. Ils vont mieux dans leurs compétences scolaires si on compare à 2012. Ils vont mieux en maturité affective. Ils vont vraiment mieux en développement cognitif et langagier. Donc, je pense que ça ici, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place chez vous. Donc, bravo. Et ils vont vraiment mieux en communication et connaissance générale, tellement que c'est significatif. Ils vont vraiment mieux que dans le reste de la Montérégie et dans le Québec. Donc, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des belles choses qui sont mises en place. Ça fait en tout, en fait, c'est que ça descend, puis ça, c'est très intéressant. Donc, en tout, il y a un enfant sur 3 chez vous qui est vulnérable dans au moins un domaine. Continuez sur cette voie-là, ça fonctionne. Cependant, ce qui est étonnant, c'est que le graphique a l'air un peu épouvantable là, quand on le voit comme ça, là, mais essayez d'imaginer que la ligne, elle va comme ça plutôt que comme ça. Okay? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, là, mais en 2017, là, vous avez eu une amélioration qui était extraordinaire pour remonter quand même beaucoup en 2022.
Mais essayons d'imaginer plutôt la ligne là, qui va comme ça, là, qui ne fait pas des gros rebonds. Alors, on se rapproche beaucoup là, de la Montérégie. On est parti, on avait une différence là, de 8 points de pourcentage à peu près, et on a diminué cette différence-là avec le reste de la Montérégie. C'est formidable. Alors, je félicite tous les gens qui ont travaillé à ça. On continue, ça fonctionne. J'ai hâte de voir le prochain ECDEM pour voir si notre tendance continue de cette façon-là. Évidemment, le prochain ECDEM, 2022, ça incluait les résultats de la pandémie, si je ne me trompe pas. Donc, en tout cas, on va voir, là, mais la pandémie a eu des gros impacts. Question là-dessus? C'est bon? Oui, Fabienne. Oui, je voulais juste mentionner, mais avec prudence, là, que ici, on nous avait signalé quand même qu'on devait être prudent par rapport aux résultats de 2012 parce que notre échantillonnage était peut-être petit ou en tout cas, il y avait un contexte particulier. Fait que je fais juste un appel à prudence parce que je ne maîtrise pas nécessairement. Hey, merci Fabienne. Je me prends une note mentale, puis je vais essayer de trouver l'information pour préciser ça. Merci beaucoup. Fait que je vais. Puis en fait, ce que je fais, là, je suis je suis un petit peu tannante là-dessus, c'est que moi, j'ai les fichiers sources de mes portraits, puis ça se pourrait que je rajoute une petite note là, à quelque part ici. Là. Fait que si vous venez télécharger dans quelques, je dirais une couple de semaines, là, ça se pourrait que le document ait changé une petite affaire là, pour ajouter cette précision-là. Merci Fabienne, je vais vérifier ça. Puis je vais en profiter pour vérifier l'information pour les autres MRC où la population est plus petite aussi. Ça va me permettre de faire cette précision-là partout. N'oubliez pas votre main, Fabienne. OK, donc pour les IMSE des écoles publiques, l'IMSE, donc, qui est un indice socio-économique, c'est basé sur deux aspects. Donc, c'est les enfants dont la mère n'a pas de diplôme certificat au grade. On sait que par chez vous, il y en a beaucoup des parents, dont des personnes qui n'ont pas de diplôme, certificat ou grade. Mais cet indice-là, aux 2/3, le 2/3 du poids de cet indice-là, il est basé là-dessus, sur les mères, en fait, parce que le gouvernement a déterminé que vraiment les mères avaient encore plus de poids parce que c'est souvent elles qui accompagnent leurs enfants d'un point de vue scolaire. Et le tiers, c'est des parents qui n'étaient pas à l'emploi durant la semaine de référence du recensement. Alors, on arrive ici dans la MRC Pierre de Sorel à une moyenne des écoles publiques de 8 comme IMSE. Ici, c'est écrit que les écoles classées entre 7 et 10 sont considérées comme des milieux plus défavorisés. En fait, c'est 8 et 10 qui sont officiellement les milieux les plus défavorisés. Mais le gouvernement a décidé d'inclure les 7 aussi dans son programme d'aide à ces écoles-là parce que le constat était que les écoles qui étaient à 7 avaient les mêmes taux de succès et d'échec, ou à peu près que celles qui étaient à 8. Donc, elles les ont englobées aussi dans leur programme d'aide. Alors, les écoles dont l'IMSE est plus élevé, pardon, ont quand même un soutien supplémentaire de la part du gouvernement. Puis ça, c'est un peu une arme à double tranchant parce que si on arrive à un moment où les écoles ne sont plus classées 7, 8, 9 ou 10, ben, elles ne reçoivent plus cette aide-là supplémentaire. Fait que ça peut créer un gros choc là, dans les écoles. Fait que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Au primaire, 81,3% de vos écoles sont 8 à 10. Moi, écoute, j'ai un gros fichier, je me suis amusée à calculer. Oui, les écoles, c'est une chose, mais le nombre d'élèves par école, c'en est une autre. Hein. Vous le savez que ça peut être bien différent d'une école à l'autre. Alors ici, voyez-vous, au primaire, 81,3% des écoles ont IMSE 7 à 10, mais c'est 84% des élèves. Puis au secondaire, c'est 67% des écoles, mais c'est 99% des élèves. Parce qu'il y a une école plus grosse que l'autre ou que les autres. Fait que c'est 99% de vos élèves qui ont accès à des mesures supplémentaires pour l'IMSE. Question là-dessus? Pour les élèves HDAA, donc en situation de handicap ou adaptation d'apprentissage, Pierre de Sorel, vous êtes encore une fois un tout petit peu décentré vers la gauche. Vous avez 23,5% de vos élèves qui seraient en situation HDAA.
Mais, comme vous avez aussi une grande proportion de votre population qui est à faible revenu, on peut fort bien imaginer qu'il y a une bonne grosse proportion des enfants qui pourraient avoir un diagnostic qui ne l'ont pas, parce que ça coûte cher dans certains cas, et considéré comme HDA seulement un élève qui a reçu un diagnostic. Alors, vous pouvez imaginer que c'est plus que ça. Combien? Ça, je ne le sais pas, je ne peux pas le quantifier, mais c'est plus que ça. Fait que si on se compare, par exemple, à une MRC où les personnes ont un plus gros revenu, puis que, par exemple, vous avez le même taux, ben moi, je peux penser que dans votre MRC, il y en a plus que dans celle où les gens ont un plus fort revenu. OK? Donc, toujours avoir à l'esprit que ce chiffre-là, pour vous, il est trop bas. OK? Même si c'est le chiffre officiel. Question là-dessus. On arrive au dernier indicateur. Je suis pas mal dans les temps. La persévérance scolaire, donc le taux de diplomation, vous les connaissez bien, vos taux. Et là, ici, il y a plein de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Je vous montre d'abord le premier petit tableau ici. Ici, en bas, c'est écrit 2013, 2014, 2015. Ça, ce n'est pas l'année de diplomation parce que cet indicateur-là, donc le taux de diplomation et de qualification par cohorte inscrite au secondaire après 7 ans, ça veut dire que en 2013, le premier jour d'école de tous les élèves de secondaire 1 du Québec, le gouvernement a fait une liste. Il a dit, voici tous les élèves qui ont commencé leur secondaire 1 en 2013. Et ils ont regardé ça 7 ans plus tard, en 2020. Parmi ces élèves-là qui avaient commencé le secondaire en 2013, combien ont obtenu un diplôme? Et ces diplômes-là, c'est tous les diplômes d'études secondaires, donc tous les DEP, etc. Donc, tout ce qui est de l'ordre secondaire, c'est inclus dans ce taux de diplomation-là. Donc, c'est vraiment, l'élève a commencé, a-t-il diplômé? Ça veut dire qu'il y a un élève qui est arrivé de la Côte d'Ivoire en secondaire 3, il n'est pas inclus. Qu'il est diplômé ou pas, il n'est pas inclus dans ce taux de diplomation-là. C'est seulement les élèves qui ont commencé leur secondaire 1 dans vos écoles de votre MRC. Donc, en 2013, il y avait 66 % de diplomation chez vous, ce qui est quand même beaucoup plus bas que le reste du Québec et du Canada, du Québec et de la Montérégie. Et là, si on fait un bond pour les élèves qui ont commencé en 2015, donc qui ont terminé en 2022, on est rendu à 75 %, donc il y a un bond de 10 points de pourcentage. C'est excellent, bravo. Et c'est un des gros bonds qu'on a eu là. MRC ayant connu la plus forte progression de son taux de diplomation total entre 2013 et 2015. C'est vous les champions là, de cette différence-là. Puis ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le taux de diplomation de vos garçons qui était à 57. Donc, il y avait presque 17 points d'écart entre les garçons et les filles avec la cohorte qui a fini en 2020. Et on tombe à seulement 7 points d'écart entre les garçons et les filles pour 2015. Puis vous, ce qui est intéressant, c'est que les filles aussi ont continué à grandir dans leur diplomation parce que j'ai des MRC dont le taux a diminué, mais c'est parce que les filles ont diminué aussi. Les garçons ont augmenté, mais les filles ont diminué. Mais dans votre cas, tout le monde augmente et les taux se rétrécissent. Donc, c'est des beaux succès. Donc, il y a des choses vraiment mises en place qui fonctionnent. Bravo. Là, il y a une chose, par contre, que je peux vous dire. Ça, c'est bien important. Ça, ce sont les chiffres qui me sont fournis par Regard 360, qui est une plateforme statistique qui est montée par notre groupe de recherche ECOB, avec qui on travaille beaucoup. Puis Regard 360, ils vont vraiment faire en sorte que les taux soient par MRC, donc par lieu de résidence de l'élève, et non pas par établissement d'enseignement. Donc, s'il y avait des élèves, par exemple, d'une autre MRC qui venaient suivre des cours chez vous d'une façon ou d'une autre, bien, ce n'est pas ces élèves-là qui seraient comptabilisés. Donc, ce n'est pas le taux de diplomation que les écoles donnent, mais c'est vraiment les élèves qui résident sur votre territoire, est-ce qu'ils ont obtenu leur diplôme. Fait que si quelqu'un de votre territoire est allé suivre une formation professionnelle dans une école secondaire de la MRC à côté, bien, il compte dans votre diplomation. C'est votre élève. C'est chez vous, OK? Dans votre territoire. Donc, ça ici, c'est donc c'est ça. Puis les territoires par MRC,
c'est vraiment le groupe de recherche ECOB qui les calcule à partir des chiffres du gouvernement, donc il y a accès aux bases de données. Et très, très bientôt, c'est une question de semaine, on va avoir les taux par MRC des cohortes de 2016. OK? Donc, ça s'en vient. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle. En fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La cohorte de 2016, ça monte un petit peu. Mais là, il y a déjà des projections qui sont faites pour 2017. C'est-à-dire la cohorte de 2017, c'est ceux qui ont diplômé tout de suite après la pandémie. Puis ça descend beaucoup. Ça descend plus bas qu'avant la pandémie. Donc, il faut s'attendre à ce que dans 2 cohortes, OK, je vous le dis là, parce qu'il faut regarder vers l'avant, puis il ne faut pas faire le saut. Là. Ici, 2015, vous êtes à 75,6. Soit la cohorte de 2016, ça va probablement monter un petit peu. Puis l'autre après, là, celle qui finit là, qui va finir bientôt, ça va descendre plus bas que 75. OK? Il faut s'y attendre, là, c'est ça qui s'en vient. Préparez-vous là, pour ne pas faire le saut. Si ce n'est pas ça, c'est parce que vous avez vraiment bien travaillé, OK? Là? Mais la tendance, c'est ça là, pour pas mal tout le monde, mais je n'ai pas encore les chiffres par MRC. Mais suivez-nous, les portraits, on va les mettre à jour. Puis dès que j'ai les données, moi, je veux les rendre disponibles. C'est pas le fun, là, ce qui est arrivé pendant la pandémie, puis ça a eu des gros impacts, OK, sur la diplomation. Fait que là il faut vraiment vous y attendre là, pour pas faire un gros saut. Soyez préparés. Je sors quand même cet indicateur-là ici, qui est le taux de sortie sans diplôme, qui est bien différent du taux de diplomation. Puis il y a beaucoup de gens qui se disent, ben j'ai juste à faire 100 moins mon taux de diplomation, ça va me donner mon taux de sortie sans diplôme, mais ce n'est pas du tout le même indicateur, en fait. Le taux de sortie sans diplôme, lui, il est pris à la fin de l'année scolaire, à chaque année. Donc, il inclut toutes les personnes qui finissaient leur secondaire en 2020. Dans ce cas-ci, c'est en 2021, le dernier que j'ai eu. Toutes les personnes qui ont fini en 2021, incluant toutes les personnes qui sont arrivées en cours d'année, ma personne de Côte d'Ivoire qui est arrivée en secondaire 3 est inclue là-dedans. Ça inclut toutes les personnes qui finissent, peu importe à quel moment ils ont commencé. C'est seulement les personnes qui finissent à un moment donné. Et dans Pierre de Sorel, c'est 22% des personnes en 2021 qui ont sorti de l'école qui étaient sans diplôme ni qualification. Dans ce chiffre-là, ce qu'on ne sait pas, on sait seulement que nous, au Québec, on n'a pas donné de diplôme à cette personne-là. Mais est-ce que cette personne-là est retournée en Côte d'Ivoire entre-temps? Est-ce qu'elle est déménagée en Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse? On ne le sait pas. OK? On sait qu'ils sont sortis sans diplôme. Ça ne veut pas dire qu'ils ont décroché. OK? Ça peut être même des élèves. Non, c'est des élèves qui ont sorti sans diplôme. Et pour une sortie sans diplôme, il faut que la personne ne soit pas revenue 1 an plus tard. Donc, ils attendent 1 an pour nous donner un taux de sortie sans diplôme. Des questions là-dessus? Il nous reste un petit 4 minutes. J'ai un dernier tableau à vous montrer. C'est le tableau de bord. OK? Lorsqu'on va avoir une version officielle 2025, ce qui va arriver, c'est que moi, je vais regarder vos tableaux de bord de 2024, puis je vais voir la progression. OK? Parce que, d'abord, le fait de se comparer entre nous, c'est une chose, mais une fois qu'on s'est comparé une fois, comment on va après? Hein? Est-ce qu'on évolue? Est-ce que ça va mieux? Hein? Moi, c'est ça que je veux voir. C'est sûr que la densité de population, on ne pourra pas changer ça. Là, hein? Je veux dire, c'est sûr que vous avez votre densité de population, puis vous ne pouvez pas empêcher votre monde de déménager non plus. Il va toujours y avoir de la mouvance, là, mais il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer. Le taux d'emploi des personnes, c'est sûr que ce n'est pas de votre ressort. Vous n'avez pas le pouvoir sur la plupart de ces indicateurs-là. Ce que vous avez, c'est le pouvoir d'en avoir conscience, puis le pouvoir d'accompagner les jeunes qui ont vraiment le plus besoin de vous. Donc, les personnes qui proviennent de familles monoparentales, dont les parents ne sont pas en emploi, qui ont un faible revenu, dont les parents n'ont pas de diplôme, qui sont immigrantes de première génération, qui ne connaissent pas le français, etc., etc., etc. Alors,
c'est important de les accompagner, puis de ne pas oublier non plus nos personnes qui sont déménagées ou qui ont emménagé chez vous, puis qui ne sont pas issues de l'immigration, qui sont des personnes qui étaient au Québec auparavant. Il y a des bons coups par chez vous, puis ça travaille fort, ça paraît, là, juste avoir l'évolution des courbes. J'espère, moi, ce que je veux, c'est simplement que tout le monde tienne en compte l'ensemble des acteurs. Hein. Il y a le scolaire qui est extraordinairement impliqué auprès de nos jeunes. Il y a le communautaire qui est là aussi, qui peut soutenir l'école en termes de tutorat, en termes de vraiment d'entourer les enfants qui manquent d'encadrement. Il y a la santé qui peut les aider aussi en termes de santé mentale, santé physique, etc. Donc, il y a tellement d'acteurs et même les employeurs, dans une certaine mesure, qui peuvent, ils ne sont pas encore impliqués dans notre tableau de bord, mais peut-être éventuellement. Donc, voilà, c'est le portrait que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur votre territoire, puis aussi peut-être sur les causes du fait que la diplomation est peut-être un peu plus lente, pas plus lente, mais plus basse. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Alors, si vous avez des questions, il nous reste une minute ou deux là, avant de partir aujourd'hui. Mais merci Nadine. Un petit applaudissement, c'est gentil. Merci beaucoup du côté de Catherine et de ses collègues. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je suis là, moi je suis à l'IRCM. Il y a mon courriel, si jamais, qui est à la toute fin du document qui sera déposé sous peu. On reste là, on tient le fort, on fait évoluer le document. Puis je voulais dire une dernière chose aussi. Il y a d'autres webinaires. Vous pouvez venir aux autres webinaires. Il y a une chose que je voulais dire en partant, mais j'ai complètement oublié, puis c'est pas très grave. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Parlez-en à vos collègues, puis j'espère peut-être vous revoir dans d'autres séminaires, d'autres webinaires par la suite. Ça va me faire plaisir de vous revoir. Alors, je vous souhaite une belle heure de dîner. Je vous remercie. Oh oui, Fabienne, il y avait une question. Oui, merci. Vous avez dit sous peu, là, le document, là, je fais juste vérifier. Demain, nous, on a une rencontre en table de concertation petite enfance. À quelle heure? C'est toute la journée, mais si jamais je reçois par courriel pendant la journée, ça peut. Tu sais, je ne dis pas que c'est nécessaire, mais je me dis, oh mon Dieu, c'est dans les discussions, OK. C'est ça que je voulais vous dire. Savez-vous quoi? Je vais vous envoyer un petit sondage d'appréciation pour la rencontre d'aujourd'hui qui prend 1 minute à remplir. J'envoie ça à tout le monde, fait que je vais envoyer le document en même temps. Ça marche, ça? C'est super. C'est bon, ça? Ça me donne l'idée de faire ça à chaque fois maintenant. Là, je ne sais pas si j'étais bien inscrite, moi, parce que j'ai eu la complicité de Christiane qui m'a envoyé le lien, là. Je pensais m'être inscrite. Fabienne, envoyez-moi votre courriel. Donc, j'envoie ça. Voyez-vous mon courriel ici? Chantal Pelletier en un mot. En commercial, OK. Oui, IRC-Montérégie.ca. Je vais être correct. Parfait. Merci beaucoup. C'est beau. Fait que, merci beaucoup. Belle heure de dîner tout le monde. Puis je vous envoie le courriel cet après-midi pour le petit questionnaire. Merci beaucoup. Merci. Ça fut très agréable. Merci. À la prochaine. Bonne fin de journée à tous. Merci.